République démocratique du Congo, plus précisément à l'est du pays. Votre pays, professeur Pini Sassa, est difficile pour nous de rester insensibles face justement à la situation que traverse le peuple congolais, la situation sécuritaire qui s'est considérablement dégradée ces derniers jours au point où on est en droit de se poser cette question, professeur d'entrée. Est-ce qu'on se dirige justement vers un affrontement armé entre les différentes parties prenantes au regard de l'ampleur que la situation est en train de prendre, professeur Pini Sassai? Oui, on est effectivement en train de regretter ce qui se passe, mais en réalité, la situation ne se dégrade pas maintenant. C'est une situation qui est ainsi depuis des années et des années. En fait, le Rwanda attaque le Congo depuis 1996 d'une façon continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nouveau. On se souvient que le président Tshisekedi, il y a quelques mois, avait même lancé, disons, je sais plus, c'était vraiment un cri de cœur pour dire attention, attention, il y a danger. Donc, il ne faudra pas du tout, faudra pas continuer parce que sinon, ça va être très grave. Il avait même, je vais dire, placer une ligne rouge à ne pas franchir, notamment justement de ne pas attaquer Goma, sinon ça serait... mais c'était une façon pour dire pour moi, du moins moi j'avais compris, une façon de dire, ne le faites pas justement, ne faites pas ça, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là, reculez. Mais on voit bien que ce n'est pas cela que veut faire Paul Kagame, le président Paul Kagame et son armée et ses hommes. Pour eux, ils veulent vraiment en découdre avec le Congo. Ce qu'ils ont toujours fait, en fait. Ce qu'ils ont toujours fait. Votre responsable semble identifié d'entrée, professeur Pini Sassa, et vous insistez beaucoup sur le président Paul Kagame et surtout sur le Rwanda. Vous semblez identifier d'entrée le responsable, pour vous. Mais ce n'est pas nouveau, comme j'ai dit, ce n'est pas nouveau. Le président Paul Kagame, il a dit lui-même il n'y a pas longtemps, il a dit le président Paul Kagame qu'il va rendre le Congo comme à l'état où il était il y a 3 siècles. C'est ce qu'il a dit lui-même. C'est-à-dire que tous les Congolais, il va en faire ses esclaves, comme c'était il y a 3 siècles. C'était la situation au Congo. Le Congo était la proie de la traite il y a 3 siècles. Donc c'est cette situation qu'il veut remettre. C'est lui-même qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui-même, il a dit ça. Il veut ça. Et aujourd'hui, il attaque le Congo du côté de Goma avec des missiles, avec des bombes tout le temps qui tombent sur la ville de Goma et des attaques très très précises qui montrent très bien que ce qu'on appelle le M23, mais ce n'est pas du tout le M23, c'est une armée bien structurée qui a des équipements comme il faut, qui a des renseignements, y compris des renseignements satellitaires qui lui permettent de viser des points précis. Donc, je vous dis que ce n'est pas, ça c'est clair et net, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un d'autre, il ne se cache pas. Il le dit lui-même que c'est lui, il veut être, en fait, il se croit être président du Congo. C'est ça, lui. Pour lui, le Rwanda, c'est trop petit. Il doit être président du Congo. Il faut que le Congo avait une population qui lui sera soumise totalement. C'est ça qu'il veut. Donc, en fait, pour moi, il est dans la même veine que l'ancien roi belge Léopold II. C'est Léopold II bis. Hein. Il veut le Congo à lui, comme c'était le roi Léopold II qui voulait le Congo à lui. Lui veut pareil. Il dit, si le roi Léopold II avait eu le Congo à lui, pourquoi pas lui maintenant? Donc il se voit vraiment un empereur, hein, qui va avoir toute la sous-région, en commençant surtout par le Congo. Le Congo doit devenir son territoire, son marchepied. Donc, je veux dire que c'est vraiment, c'est ça avec cet homme-là, hein, avec ce président, malheureusement, qui est là au Rwanda et qui a des appuis de tous côtés. L'Union européenne vient encore de signer avec le Rwanda des accords
pour la garantie des minéraux les plus précieux que le Rwanda n'a pas. Qu'est-ce que cela signifie? Sinon, lui donner des béquilles pour dire vas-y, nous sommes derrière toi. Fais ce que tu veux. C'est comme ça qu'il fait ce qu'il veut. Parce il a ces gens-là derrière lui. Donc, c'est pas du tout nouveau. Moi, j'insiste que ce qu'on croit que c'est une escalade nouvelle, c'est pas nouveau. C'est plutôt c'est la poursuite sereine de ce qui a toujours été là d'il y a maintenant presque 30 ans que Paul Kagame qui est là. Paul Kagame, il est là depuis et personne ne remet en cause même son pouvoir. Il est là d'une façon définitive, à jamais, on pourrait dire. Pour lui, c'est normal, donc il roule sur l'or parce que rien ne peut lui arriver. Pour les autres, on peut demander, on peut exiger qu'il y ait des mandats, des fins de mandat, qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Pour lui, c'est non. C'est un boulevard, pour son pouvoir, c'est un véritable boulevard. Il fait ce qu'il veut parce qu'il a des appuis. Voilà. Donc, moi, je crois que le problème, c'est pas quelque chose qu'il faudra cacher, chercher les midi à 14 heures, comme il y en a qui disent qu'il y a le FDLR, mais le FDLR, soi-disant, mais ce sont des forces rwandaises. C'est un problème qui se pose au Rwanda. Ils peuvent régler ça là-bas au niveau du Rwanda s'il y a des FDLR. Ici, ce sont les problèmes de génocide, c'est posé au Rwanda. C'est un problème rwandais. C'est pas un problème du Congo. Mais lui, maintenant, il veut ramener. En fait, pourquoi il veut cette guerre avec le Congo? C'est justement pour éviter de régler le problème du Rwanda. Parce que si le Congo est tranquille, le problème du Rwanda va se surgir et il devra les régler. Or, lui ne veut pas régler le problème du Rwanda parce que le Rwanda est en grande majorité, je crois que 90% ce sont de la population soi-disant Hutu. Enfin, et lui, enfin, les Tutsis, c'est 9% de la population. Parce que les 1%, c'est l'autre branche de la population, les Tois. Donc, alors, lui ne veut pas régler cette population. Eux et les Tutsis, ils sont emparés du pouvoir. Tout le pouvoir, et tout le monde, tous les autres, le moindre opposant est en prison. Les prisons sont remplies là-bas. Des opposants, ils vont tuer partout. Ils ont le droit de massacrer. Alors, lui dit, pour lui, si la situation, si le Congo est tranquille, mais le problème va se retrouver, va se surgir chez lui. Par conséquent, lui il ne sera pas tranquille. Lui, pour être tranquille, il faut absolument que le Congo soit en guerre, qu'il puisse amener la guerre au Congo pour que son pouvoir puisse être consolidé au niveau du Rwanda. C'est ça le problème. C'est le problème qu'il pose, monsieur-là. Merci à vos professeurs Pini Sassai pour cette première. Professeur Pini Sassai, est-ce que le Rwanda, ou du moins le Rwanda est-il le seul à blâmer dans cette crise sécuritaire? Vous avez suivi l'analyse de Patient Parfendum qui pointe également de doigt la responsabilité d'une certaine élite congolaise jusqu'ici corrompue qui, au lieu de servir les intérêts du peuple congolais, contribue au pillage systématique notamment de ses ressources naturelles. Est-ce que le Rwanda est-il réellement le seul à blâmer dans cette crise sécuritaire? Deuxième volet de ma question, que faut-il réellement espérer de cette nouvelle tentative de médiation jouée par le président angolais, le président João Lourenço? D'abord, premièrement, ce que je voudrais dire que il n'y a pas de population d'origine rwandaise installée au Congo depuis des siècles. Non, non, ce n'est pas vrai. Les populations congolaises d'origine ou d'origine congolaise installées au Congo, elles sont connues par l'histoire. Donc l'histoire ancienne, l'histoire ancestrale, mais également l'histoire depuis la colonisation et après la colonisation. Par contre, il y a eu des populations d'origine rwandaise qui sont arrivées au Congo dans les années, c'est bien connu, c'est répertorié par rapport aux années, les années 58, et puis après qui sont arrivés. Donc c'est la première population qui arrive au Congo, mais qui arrive pour aller travailler dans les mines. Comme d'autres populations congolaises, parce que vous savez que les Européens se permettaient tout, prenaient des populations à gauche, à droite, d'amener où ils voulaient pour les faire travailler. Mais il n'y a jamais eu
des problèmes au niveau du Congo entre ces populations qui sont arrivées et les Congolais qui étaient là. Tous étaient dans la même situation. Les Rwandais, nos frères rwandais, ils ont toujours vécu au Congo. Vous savez que le président Mobutu avait même son directeur de cabinet était un Rwandais connu, il s'appelait Bisengemana. Tout le monde le connaissait, on savait que c'était un Rwandais, mais il était le directeur de cabinet du président Mobutu pendant des années. Et il y a plusieurs Rwandais voilà, qui ont vécu, qui ont étudié au Congo, qui vivaient au Congo. Il n'y a jamais eu de problème. Les problèmes sont venus à partir des attaques de 1987, comme j'ai dit, 96, comme j'ai dit ici. En fait, à partir des génocides qui s'est passé ou des massacres qui sont passés au Rwanda, que tous les problèmes sont arrivés, où il y a maintenant des revendications, des gens qui viennent avec des revendications qui étonnent tout le monde. Il n'y a pas de tribu au Congo qui revendique d'avoir autant de personnes dans l'armée, d'avoir autant de personnes dans le gouvernement, d'avoir autant de personnes dans le Parlement, dans toutes les institutions, en tant que telles. Ça n'existe pas. Maintenant, par exemple, on a fait des élections. Ben, ce sont des élections qui déterminent qui va occuper quelle fonction. Donc, or, c'est par rapport aux élections, mais les fameux groupes rwandais, mais il n'arrive pas à aligner qui que ce soit parce qu'il n'a pas, du point de vue du nombre, voilà, ils ne sont pas là-dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on va qu'on va le massacrer, qu'on va le tuer à cause de cela, non. Mais si c'est un jeu démocratique qu'il faut accepter. Donc moi, je trouve que le problème, ce n'est pas celui-là. Le véritable problème, pour moi, je le trouve, en fait, et je crois que c'est là le problème du fond que l'on devrait, sur lequel nous devons nous tabler, c'est qu'effectivement, il faut affaiblir l'Afrique par tous les moyens. L'Afrique étant faible, il faut encore l'affaiblir davantage pour pouvoir prendre les richesses africaines gratuitement. Tel est le problème en réalité. Ça, c'est un. Et deuxièmement, il faut enfiler aux Africains les génocides, cette tendance de génocide dans laquelle elle était jusqu'à présent absente. Parce qu'avant le génocide du Rwanda de 1994, on n'en avait jamais parlé de génocide au Congo, en Afrique de la part des Africains. Les seuls génocides que nous connaissions sont des génocides qui ont été infligés par les Européens. Donc moi, je voudrais commencer par le premier, l'affaiblissement de l'Afrique. Ça c'est le premier élément. Regardez les problèmes djihadistes. Les terroristes djihadistes ont commencé au Moyen-Orient, en Asie. Ça s'est étendu en Europe. L'Afrique était épargnée. Mais dès lors qu'ils ont ramené ces djihadistes en Afrique, vous voyez comment est-ce que l'Afrique est aujourd'hui empêtrée là-dedans. L'Afrique n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi l'Afrique est très faible. Vous lui apportez un problème comme celui-là, c'est du pain béni justement pour tous ceux qui veulent affaiblir l'Afrique. Et l'Afrique est ainsi affaiblie. Donc c'est pareil avec ces fameux problèmes de génocide qu'ils ont amenés en Afrique. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que l'Afrique entière, quand je parle de eux, c'est qui? C'est les Occidentaux évidemment. Que l'Afrique entière soit embrasée par des génocides. Que les génocides deviennent le mode de gestion des communautés africaines. Mais ça veut dire la mort totale de toute l'Afrique. Parce que au fond, c'est cela qui arrive aujourd'hui. Donc, les génocides qui ont commencé au Rwanda, les Rwandais, ils ont aidé les Rwandais maintenant à les répandre au Congo. Mais il va bien sûr s'exporter après. Ça sera l'autre Congo, ça sera les Gabon, c'est toute l'Afrique qui va être embrasée, l'Angola. Plus personne ne sera épargné. Donc, c'est ça que je crois ce qui doit nous préoccuper. Ça doit être cela. De savoir que ce que l'on veut, c'est vraiment la mort de l'Afrique. Ce qui se joue là maintenant au Congo. C'est la mort de l'Afrique. Je crois que même Kagame, il ne se rend pas compte de cela. Il ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de faire.
Parce que finalement, ça va se tourner contre les Rwandais. Quand le Congo n'existera plus, quand il n'y aura plus de peuple congolais, comme on voudrait que ça soit. Mais les Rwandais, il va s'opposer à quelle force étrangère? Est-ce que le Rwanda pourra s'opposer à la force de la Belgique, à la force de la France, à la force des États-Unis, à la force d'Israël? À quelle force le Rwanda de Paul Kagame pourra-t-il s'opposer pour défendre l'Afrique? À aucune. Donc, ils vont aussi être la même chose, balayés. Donc, on se sert de Rwanda maintenant. Après, le Rwanda va être balayé. Lui-même, Kagame, il va être jeté dans les poubelles de l'histoire. On n'en parlera pas. Donc, je crois que le problème aujourd'hui, il est celui-là. Alors, maintenant, concernant euh, les personnels, enfin, ou les politiciens congolais qui Oui. seraient trempés dans les pillages des richesses du Congo. Oui, vous savez, c'est ce qu'on a dit on a dit la même chose hein, avec la traite, hein, que c'était surtout, ce sont les Africains eux-mêmes hein, qui vendaient leurs propres frères. Ça, c'est toujours l'argument massu pour mettre tout sur le dos des Africains. Je veux bien, de toute la façon, qu'il y ait comment on dit, des gens qui sont avec, des gens qui complotent, excusez-moi, avec des assaillants ou des étrangers qui viennent attaquer. Ça, on a vu on le voit partout. Pardon. Excusez-moi. Quand la France était attaquée par l'Allemagne, mais il y a eu des Français qui ont été avec les Allemands. Il y en a eu. Pétain lui-même s'est mis avec les Allemands. Donc, des gens pareils, on peut en trouver, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut dire que vraiment c'est la faute des Congolais. Ce sont eux qui sont allés. Les Allemands, personne ne leur avait demandé de venir en France. Ils pouvaient rester chez eux. Pétain ne se serait pas rallié à eux. C'est pareil. Les Rwandais ou les Américains, les Français n'ont qu'à rester chez eux. Il n'y aura pas de Congolais qui vont se mettre avec eux pour piller le Congo. Alors, eux qui viennent pour piller le Congo, se servent de Congolais, ils prennent des Congolais, ils les instrumentalisent. Et les Congolais, ceux des faibles ou des cupides, les suivent. Alors maintenant, ça devient la faute de tous les Congolais. Mais non, ce n'est pas la faute des Congolais. Les Congolais, ils sont des victimes. Les Congolais, ce n'est pas eux qu'il faut mettre en avant. Les Congolais sont des victimes de cette violence qu'on vient imposer sur leur territoire. Mais ce n'est pas eux qu'il faut mettre à pied d'égalité avec les sociétés américaines, les sociétés anglaises ou hollandaises qui viennent piller le Congo, quand même, soyez sérieux. Où sont ces Congolais-là? Il faut qu'on donne leur nom, c'est qui? Il faut qu'on nous dise tel Congolais, il a telle société qui est basée à tel endroit, il a autant de richesses. Non, hein? Donc, qui a eu le gouvernement de Joseph Kabila? Mais ça, on connaît ce monsieur-là, on sait d'où il est venu, on sait qu'il était avec qui il était en train de marchander pour le Congo, mais c'est pas tout les Congolais sont des victimes. Les Congolais, donc je crois que nous devons arriver à ne pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et pour que les gens puissent comme ça s'en sortir à peu de frais. Donc je crois que pour moi, la responsabilité des Occidentaux là, avec leur multinationale, elle n'est pas à démontrer, ils le savent. Moi, je vais vous montrer, j'ai un livre ici qu'eux-mêmes ils ont écrit, excusez-moi, je vais vous montrer ce livre. Allez-y, professeur Pini Sassay, parlant justement de ce livre pour corroborer justement vos arguments, les arguments avancés jusqu'ici pour justifier justement la responsabilité des Occidentaux dans la situation difficile, voire compliquée, dans ce chaos à l'est de la République démocratique du Congo. On voit bien le titre, chasseur de matières premières, le titre de l'ouvrage. Voilà, donc c'est dans ce livre ici, il est dit que les États-Unis d'Amérique, ils ont des lois qu'ils ont votées chez eux concernant les matières premières du Congo. Il y a des lois américaines, il y a la loi qu'on appelle la loi Dodd
euh, concernant les matières premières du Congo, votées aux États-Unis d'Amérique, disant que ces matières premières-là sont très importantes pour eux, notamment l'étain, ils appellent ça les 3G. Attendez, peut-être je vais me retrouver rapidement la référence dans ce livre. Donc, il y a le fameux... voilà, qu'est-ce qu'il dit dans ce livre ici, le fameux... donc, concernant le Congo, euh, que tout ce qu'on n'aura pas réglé, tant qu'on n'aura pas réglé leur compte au génocide, l'inviolabilité, il parle de l'inviolabilité du Congo, mais le Congo reste pour les États-Unis d'un intérêt permanent. Le Congo reste pour les États-Unis d'un intérêt permanent. Donc pourquoi? Parce que le Congo a de matières premières que les États-Unis estiment qu'elles leur reviennent. C'est pour eux, les matières premières du Congo. Donc le problème n'est pas un problème de Congolais en tant que tel. Le problème, il est là-bas, il est chez eux. Et pour eux, le Congo, les matières premières, c'est la matière première et non pas la population congolaise, ce n'est pas leur souci. Donc voilà, je crois que la question le deuxième volet de la question sur les chances de la médiation angolaise. Les chances de la médiation, du côté congolais, menée par le président Joao Lourenço. Oui, mais du côté congolais, mais c'est quoi? Ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des accords de Rwanda existent. Hein, où on demandait le démantèlement de ces forces-là, de ces forces nuisibles, de ces fameux rebelles. Le président Paul Kagame et le président Tshisekedi se sont retrouvés plusieurs fois à Luanda. Le problème, c'est que le président Paul Kagame, il n'est pas honnête, ce monsieur-là. Il dit pas des choses, il peut signer sans y croire. Pour lui, il ne donne pas foi même à sa propre signature, il s'en fout. Le problème, il est là. Donc, moi, je dis, le problème le Congo, je dis, n'a tiré aucune, il n'y a aucune balle du Congo qui est partie au Rwanda. Je ne sais pas qu'on n'en a pas, mais on ne l'a pas encore fait. Les bombes viennent du Rwanda sur le Congo, aujourd'hui. La ville de Goma est soumise à un intense bombardement du Rwanda. Donc, le problème, il est là. Le problème, ce n'est pas le Congo. Le président Tshisekedi n'a amené aucune force au Rwanda jusqu'à aujourd'hui. Aucune. Mais le contraire, le contraire est plutôt là. Donc, c'est le Rwanda qui veut à tout prix bombarder, qui bombarde le Congo. Donc, moi, je dis pour moi, la chance, ça viendrait, il faudra. Qui est celui qui va faire réfléchir Paul Kagame? Je pense qu'il n'est pas encore né. Celui-là, il peut être amour sur les Américains, que les Américains soient sincères. Si les Américains sont sincères, oui. Et les Anglais. Il n'y a que eux qui l'écoutent. Donc, si les Américains et les Rwandais et les Anglais sont sincères, il va les écouter. Or, eux ne sont pas sincères envers le Congo. Eux ne sont pas sincères envers le Congo. Voilà. Merci. Le Congolais. Merci à vous, professeur Pini Pini Sasa, et patient.